C'est beau. Alors, bonjour à tout le monde et bienvenue à notre séance spéciale du 18 juin 2020. Il est présentement à 19 h et je fais l'ouverture officielle de la séance spéciale. Alors, étant donné que c'est une séance qui est tenue sans présence de public, ce qui nous est permis et même obligé par décret, je demanderai à l'ouverture de la séance quelqu'un pour lire la résolution concordance pour nous autoriser à tenir une telle séance. Est-ce que j'ai un volontaire pour lire la résolution? Lise. Alors, Mme Lalonde, la résolution à l'article 1, s'il vous plaît. Considérant que le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 a été déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours. Considérant que le gouvernement du Québec a, par décret, renouvelé de façon successive l'état d'urgence sanitaire et par conséquent, le 17 juin 2020, le décret numéro 630-2020 a prolongé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 23 juin 2020. Considérant l'arrêté 2020-029 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au Conseil de siéger sans la présence du public à l'aide de moyens permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux, considérant que selon le même arrêté, lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de bien connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres, considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue par visioconférence et que les membres du Conseil soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence. Je propose d'accepter que la présente séance soit tenue sous la présence du public, sans la présence du public et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. Alors, c'est proposé par Mme Lalonde. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, d'accord. Merci. Alors, l'ouverture officielle de la séance étant faite, je vous rappelle à tous les membres du Conseil que notre visioconférence est enregistrée et elle sera disponible pour les citoyens sur notre site, notre page web. Alors, nous en sommes à l'item 2 qui est l'adoption de l'ordre du jour de la séance spéciale. Vous avez un ordre du jour qui a été déposé. Il y a deux modifications apportées, étant donné que même si c'est une séance spéciale, que tout le monde est présent, nous pouvons apporter une modification. Alors, qui veut faire l'adoption de l'ordre du jour avec les modifications, s'il vous plaît? André, je peux la faire. Monsieur Brisson, allez-y. Oui, donc l'ordre du jour, c'est le point 7, le point d'information concernant l'évolution de certains dossiers. Donc, c'est un ajout. Et à l'item 4, de modifier désignation spécifique des agents dans le cadre du contrat de service de patrouille municipale et identification des règlements à être appliqués. Alors, c'est une proposition par M. Brisson d'adopter l'ordre du jour tel que déposé, plus les deux modifications qu'il vient de nous donner. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. En 3, c'est l'octroi d'un contrat à Normec pour la réfection du barrage du lac Colibri. Mme Oster. Considérant que la municipalité souhaite octroyer un contrat pour la réfection du barrage du lac Colibri, considérant qu'au départ, le coût de ces travaux a été estimé entre 50 000 et 100 000, considérant que le 21 avril dernier, le Conseil a, par la résolution 105-66-04-2020, autorisé le directeur des travaux publics et des services techniques à effectuer les démarches visant l'octroi de gré à gré de ce contrat, le tout conformément au règlement numéro 271-2019 sur la gestion contractuelle. Considérant que suite à ces démarches, il s'est avéré que le coût de ce contrat sera moins élevé que précédemment estimé, considérant que l'offre de service de Normex en date du 9 juin 2020, le 9 juin 2020. Donc, je propose d'octroyer à Normec Incorporé un contrat pour la réfection du barrage du lac Colibri, le tout conformément à son offre déposée le 9 juin 2020 au coût de 17 714 plus les taxes applicables, soit 20 366 et 67 sous. Alors, proposé par Mme Oster, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. En 4, c'est une désignation spécifique des agents dans le cadre du contrat de service de patrouille municipale et identification des règlements à être appliqués. M. Bédard.
Considérant que la municipalité a octroyé à Groupe Sûreté Incorporé un contrat pour des services de patrouille pour l'année 2020, je propose de nommer les employés de la compagnie Groupe Sûreté Incorporé à titre d'officier municipal pour l'application d'un règlement mentionné ci-dessous. Un règlement concernant le brunage, un règlement concernant les nuisances et le règlement concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics. Et de nommer les employés de la compagnie Groupe Sûreté Incorporé, oui, à titre de fonctionnaires désignés pour les fins de l'administration et de l'application de la réglementation d'urbanisme, conformément aux dispositions de l'article 15 du règlement 193-2011 sur l'application et l'administration de la réglementation d'urbanisme. Alors, proposé par M. Bédard, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. En 5, c'est une autorisation de transférer la taxe 911, on l'appelle comme ça, taxe 911, des services téléphoniques à la firme Coca. M. Brisson. Oui, considérant que l'Agence municipale de financement et de développement des centres d'urgence 911 du Québec, créée conformément à la loi sur la fiscalité municipale, doit faire remise de la taxe mensuelle imposée sur les services téléphoniques aux villes et aux municipalités locales afin du financement de leur centre d'urgence 911. Considérant que les services de réponse au 911 seront désormais assurés par la municipalité par un nouveau fournisseur au plus tard le 9 septembre 2020 et que la remise de la taxe est effectuée 2 mois après qu'elle ait été imposée, l'ancien fournisseur devra toutefois être payé jusqu'à la date de cessation des services avec la taxe perçue pour cette période. Je propose de demander à l'Agence municipale de financement et de développement des centres d'urgence 911 du Québec de désormais verser pour et à l'acquis de la municipalité toutes les remises de taxes imposées en vertu de l'article 244.68 de la loi sur la fiscalité municipale qui lui sont dues à la Centre des appels d'urgence Chaudière-Appalaches, dont le siège social est situé au 14200 boulevard Lacroix, case postale 83 à Saint-Georges, province de Québec. La présente ayant un effet libératoire pour l'agence à l'égard de la municipalité, tant qu'elle ne sera pas avisée au moins 30 jours au préalable de tout changement d'instruction à charge pour l'agence de faire rapport à la municipalité et aux fournisseurs de services ainsi versés. D'autoriser à faire remise de la taxe aux fournisseurs au service 911 actuel et nouveau, conformément au préambule de la présente pour le mois complet avec le décalage de remise. Alors, c'est proposé par M. Brisson. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Je vous explique rapidement, c'est que la centrale 911 va être remplacée par une compagnie qui s'appelle Coca. C'est la MRC qui gère ce dossier-là. Et puis, les ententes sont en train de se signer. Le service Coca devrait être en fonction aux alentours de septembre, le temps de faire tous les transferts. Et la firme Coca, même si leur siège social est à Saint-Georges-en-Beauce, ils vont s'installer ici dans la région et employer les gens qui travaillaient au 911. Alors, chaque municipalité doit adopter une résolution d'appui comme celle-ci. En 6, nous en sommes rendus au projet de réhabilitation d'un terrain situé sur la rue principale. Voici. Alors, tout le monde en a entendu parler un petit peu. C'est sûr qu'avec la COVID, on ne peut pas faire de consultation publique, présentation publique. Alors, nous faisons la présentation présentement, qui, comme je disais au début, va être enregistrée. Alors, il y a eu des questions. Nous allons procéder de la façon suivante. M. Jean-Simon Levert, conseiller responsable du développement, va vous présenter le projet. Par la suite, nous avons reçu des questions de citoyens. Alors, M. Bélanger va passer à la partie réponse aux questions. Par la suite, Mme Gauthier va vous expliquer comment on fait ordinairement dans une assemblée régulière le processus pour l'approbation du projet de règlement. Et par la suite, moi, je ferai, pardonnez-moi l'indécis, je ferai un rapport, un condensé de tout ça. Alors, M. Levert, on vous écoute. Depuis plusieurs années, le terrain situé à l'entrée de la municipalité face au viaduc de la route 117 a suscité de l'intérêt de la part d'exploitants d'entreprises ou de développeurs
mais tous ont reculé considérant l'état du terrain qui nécessite une réhabilitation suite à son usage de série. Ce terrain démontre un grand potentiel de développement commercial et possède l'ensemble des caractéristiques qui feront de lui un atout majeur pour l'économie de notre territoire, mais pour ce faire, il doit être réhabilité. La municipalité est devenue propriétaire de ce terrain en 2014 et son souhait est de revitaliser ce secteur et permettre la construction de commerces, de services directs à la population. Au cours des 2 dernières années, la municipalité a mandaté diverses firmes pour réaliser des études permettant d'établir la faisabilité d'un projet de réhabilitation et ainsi augmenter la valeur marchande de ce terrain. Suite aux études réalisées, la municipalité a été en mesure de déposer une demande d'aide financière pour ce type de projet et le 18 décembre dernier, le ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, Benoît Charette, a confirmé la réserve d'une aide financière de plus de 1 800 000 $ pour la réalisation de ce projet. Plusieurs alternatives à la réhabilitation du terrain ont été étudiées et stratégiquement, nous avons décidé, pour les fins de dépôt de la demande d'aide financière, de choisir l'alternative la plus coûteuse dès le départ afin de réserver auprès du ministre le maximum d'aide financière. C'est pour cette raison que la dépense prévue au règlement d'emprunt est plus de 6 millions de dollars et l'emprunt de 4 250 000 amorti sur une période de 20 ans. La municipalité s'apprête, dans les prochains mois, à lancer le processus d'appel d'offres pour la réalisation des travaux et les soumissionnaires devront proposer des scénarios de réhabilitation les plus avantageux financièrement, tout en respectant les normes environnementales en vigueur. Suite à l'analyse des soumissions reçues, la municipalité sera en mesure de prendre une décision éclairée pour l'avenir de ce terrain en évaluant le coût des travaux par rapport à la subvention, 1 826 769 $, et à la valeur marchande du terrain, plus ou moins 1 million de $, et ainsi décider si elle va de l'avant avec ce projet. La municipalité espère réaliser la réhabilitation presque à coût nul. Il faut bien comprendre l'importance de ce projet pour le développement de l'entrée du village et les retombées que cela pourrait générer dans le futur. La municipalité a déjà reçu une lettre d'intention d'un développeur qui propose le développement commercial de ce terrain-là par de nouveaux commerces de services de proximité ou pour relocaliser d'autres commerces déjà existants. Le projet proposé serait générateur de plusieurs dizaines d'emplois et d'investissements de plus de 10 millions de dollars. Au taux de taxation commerciale actuel, 95 sous du 100 $ d'évaluation, cela représente plusieurs dizaines de milliers de dollars de nouveaux revenus annuellement. De plus, puisque ce terrain est desservi par les services municipaux d'aqueduc et d'égouts, ce développement commercial viendra contribuer au maintien et au développement de ces 2 services au bénéfice des usagers actuels. Nous sommes conscients que ce projet est ambitieux et qu'il requiert toute notre attention. S'il se réalise, il sera assurément le moteur du développement de la municipalité. Merci beaucoup, M. Levert. Je pense que ceci nous place bien dans le sujet du dossier du terrain. Maintenant, je demanderai à M. Bélanger de nous faire part des réponses qu'il a préparées concernant les différentes questions que nous avons eues cette semaine, la semaine dernière, sur le terrain. Oui, écoutez, d'entrée de jeu, il faut préciser que moi, je vais répondre quand même dans ce que je vais vous présenter à différentes questions. Il y a déjà plusieurs questions qui ont été répondues dans l'allocution de M. Levert, là, qui répond déjà à des questions qui avaient été soulevées. Donc, à la fin de ça, normalement, toutes les questions qui avaient été posées devraient avoir leur réponse. Je veux bien qu'on comprenne aussi là, que ça va être important de porter attention à ce qui est une réhabilitation de terrain et à une décontamination, parce que les questions qui ont été posées étaient surtout au niveau de l'environnement et c'est vraiment l'élément clé dans ça. Fait qu'évidemment, les gens qui avaient posé des questions auraient voulu qu'un spécialiste là, dans l'environnement leur réponde. Bon, j'en suis pas un, puis j'en ai jamais prétendu en être un, mais mon implication dans le dossier depuis le début, là, qui date déjà de quand même de plusieurs années, me permet de donner les réponses probablement aux questions qui étaient posées. Comme je disais d'entrée de jeu, premièrement, on ne parle pas ici d'un dossier de contamination environnementale, mais bien plus d'une réhabilitation d'un terrain ayant servi à l'entreposage de matières composées essentiellement de résidus de bois, générés par les opérations, évidemment, de l'ancienne série du four. Cette matière rend le terrain inadéquat à la construction et même à toute modification d'usage pour ce terrain. Présentement, dans l'état où il se trouve, ce terrain ne présente aucun enjeu environnemental. Ce n'est pas pour ça qu'on les réhabilite, on veut les réhabiliter. Il n'y a pas d'enjeu environnemental, c'est plus le réhabiliter pour le rendre construisible. Lors des études environnementales effectuées au cours des dernières années, il a été démontré qu'une seule petite parcelle montre des signes de contamination légère et très circonscrite qui nécessitera une décontamination, mais c'est
infime dans tout le projet. Maintenant, revenons au projet de réhabilitation de ce terrain. Comme je l'ai mentionné au début, tout changement d'usage oblige une réhabilitation du terrain, en partie ou en totalité selon le projet. D'ailleurs, plusieurs options ont été regardées pour occuper ce terrain et chacune de ces options nous ramenait à la réhabilitation du terrain. En quoi consiste une réhabilitation du terrain? Même si ça va être un grand chantier, cela demeure très simple, car il s'agit d'enlever les matières de résidus de bois et de les éliminer ou dévaloriser. Il faut bien comprendre aussi qu'il y a plusieurs options dans cette optique-là, éliminer ou valoriser selon des normes environnementales reconnues. Par la suite, on doit remplacer celle-ci par du matériel de remblai conforme aux normes environnementales et civiles reconnues pour rendre le terrain propice à tout autre usage tel que la construction commerciale. Ainsi, aussi, la municipalité tente de faire coïncider l'aménagement du terrain devant servir à la construction des ateliers municipaux à celui de la réhabilitation de ce terrain, afin de profiter du déblai de l'un au profit du remblai de l'autre pour profiter ainsi d'une double économie. Évidemment, lors de son acquisition en 2014, la municipalité connaissait bien la nature des opérations qu'il avait eues sur ce terrain. Mais nous ne connaissions pas aussi très bien mais on connaissait aussi l'importance du potentiel de ce terrain pour le développement de la municipalité. L'intérêt soutenu de divers développeurs et commerçants ont motivé la municipalité à commander diverses études pour mieux connaître la nature des actions à poser pour mener à bien le projet de réhabilitation. La construction sur une partie du terrain n'aura ou très peu d'impact sur le milieu sensible. Vous vous rappelez qu'on a aménagé un milieu naturel avec une passerelle. Le projet qui pourrait être fait là n'aura pas d'impact sur tout ce milieu-là, car les mesures de mitigation et de protection de l'environnement seront et devront être prises afin de préserver le cours d'eau, les rives et tout milieu humide. Déjà, la mise en valeur là, de ce projet-là qui avait été faite, la municipalité et les organismes de bassin versant. Pour vous dire aussi, évidemment, que c'est très préoccupant l'environnement, mais les gens qui nous ont accompagnés là-dedans, c'est des firmes spécialisées. On en a encore actuellement qui nous accompagnent dans le processus. Encore une firme en environnement et, j'oserais dire, notre chargée de projet en environnement, Mme Richet-Bond aussi, qui est toujours lors des rencontres présentes et qui donne aussi un bon coup de main du côté environnement. Fait que je pense qu'on est quand même assez bien équipé à Saint-Faustin pour mener à bien ce projet sans contrainte environnementale. Voilà. Alors, ça fait le tour pour M. Bélanger. Je vous remercie beaucoup. Je regardais les questions et je peux vous dire que votre énoncé répond à toutes les questions. Madame Gauthier, un projet de règlement, il y a une façon pour l'adopter, pour un règlement d'emprunt. Alors, si vous voulez nous expliquer le processus, étant donné qu'avec la distanciation sociale, la COVID et les façons, d'après les arrêtés ministériels, de travailler différemment et les obligations que nous avons, alors ça change un petit peu la façon de faire, mais je voudrais que vous nous l'expliquiez, s'il vous plaît. D'accord. Alors, le règlement d'emprunt a été adopté à la séance du Conseil du début de juin. La procédure suivante, en temps normal, aurait été de faire un avis public et d'annoncer la tenue d'un registre. Les gens auraient pu se déplacer, venir à l'hôtel de ville et signer dans le registre. La signature au registre, on le sait, ce que ça signifie. Ça signifie que le signataire souhaite que le règlement d'emprunt soit approuvé par les personnes habiles à voter. Ce processus-là n'est pas permis par la loi. Ça nécessiterait le déplacement des personnes et actuellement, ce n'est pas permis. Les décrets nous l'empêchent. Par contre, il y a une procédure qui remplace la procédure du registre. C'est une procédure de signature à distance qui s'échelonne sur 15 jours. Donc, c'est quand même une procédure qui est plus élaborée que la simple tenue du registre qui, elle, dure une journée. Là, c'est remplacé par une durée de 15 jours. L'avis public va être publié dans les prochains jours ou semaines. D'ici la fin du mois, l'avis public devrait être publié et ça va donner toute la procédure. Les gens vont pouvoir signer. Il va y avoir un formulaire disponible. Alors, au lieu de se déplacer au bureau une journée pour signer le registre, ils vont devoir signer ce formulaire-là qui va être publié sur le site Internet. Et cette signature-là va tenir lieu de signature de registre. Toutes les directives vont être dans l'avis public et qui devrait être publié, comme j'ai dit, d'ici la fin du mois. Maintenant, s'il y a des questions, c'est sûr que ce ne sont pas des procédures nécessairement qui sont simples pour tout le monde. On est toujours là, même si l'hôtel de ville est fermé. Tout le personnel est disponible pour répondre aux questions. Alors, aussitôt que l'avis sera
publié. On est là pour répondre aux questionnements des citoyens. Alors, merci beaucoup, Mme Gauthier. C'est sûr qu'avec la COVID et les nouveaux arrêtés ministériels, c'est une façon très différente de procéder. Par contre, les citoyens peuvent quand même se faire entendre et le délai est un petit peu plus long, même si la façon, la méthode a changé. Merci beaucoup à vous trois. Maintenant, moi, je voudrais faire juste un petit condensé, un petit rapport de tout ce qui a déjà été dit, là, sans trop élaborer. Là. Je vous rappelle que c'est une réhabilitation de terrain, ce n'est pas une décontamination. Très petite parcelle, une petite pochette là, qui a été identifiée, là, mais le reste, ce n'est pas contaminé, c'est une réhabilitation. On ne peut pas construire sur cette matière-là. Alors, la résolution qui a été adoptée, comme ce qui a été mentionné par Jean-Simon, c'est dans le but d'obtenir un montant maximal de subvention. On essaie de vendre ce terrain-là à rabais, c'est-à-dire on a essayé de vendre ce terrain-là à rabais. Et puis, regardez, c'est pas vendable, il n'y a personne qui veut l'acheter. Et puis, comme Gilles le disait, on ne peut même pas aménager le terrain en espace vert ou accueil public ou faire un stationnement. Ça demande une réhabilitation du terrain quand même. Alors, c'est soit qu'il reste tel quel, on ne fait pas rien, ou on le réhabilite, puis il devient un terrain commercial intéressant pour l'entrée de notre village. Le terrain représente un grand potentiel de développement avec des investissements possibles importants de l'ordre de 10 à 15 millions. Comme Gilles vous mentionnait, on a déjà un promoteur intéressé, Gilles ou Jean-Simon dans leur discours, avec des potentiels de création de plusieurs emplois. Nous devons de regarder toutes les hypothèses possibles pour ce terrain. L'annonce officielle de la subvention a été faite hier, mercredi le 17. Je vous lis le communiqué. Alors, comme Jean-Simon disait, nous avons eu confirmation le 18 décembre qu'un montant était réservé par le ministère pour ce dossier-là. Mais lorsqu'on a la confirmation et du moment où on nous confirme la subvention, il y a plusieurs étapes. Là. Il y a un paquet de documents à remplir dans le dossier, il y a beaucoup de choses à démontrer et à prouver. Alors là, maintenant, nous avons la confirmation. Je vous la lis, je vous lis le communiqué de presse qui est déjà sur les sites du gouvernement, je pense. Vous allez voir dans ce communiqué, Climat-Sol Plus utilise parfois, même si on dit qu'il n'y a pas de contamination ou très petite, ils utilisent dans leur lexique à l'occasion le mot contamination ou décontamination. Ça fait partie d'une lettre type qui est envoyée. Alors, je vous la lis. Alors, c'est adressé par le gouvernement du Québec, programme Climat-Sol Plus. Le gouvernement du Québec accorde plus de 1,8 million à Saint-Faustin-Lac-Carré pour la réhabilitation du terrain de l'ancienne scierie Dufour. Alors, Saint-Faustin-Lac-Carré, 17 juin 2020. Une aide financière de 1 826 770 est accordée à la municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré dans le cadre du programme Climat-Sol Plus, volet 2. Pour la réhabilitation du terrain autrefois occupé par l'ancienne scierie Dufour sur la rue principale. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la députée de Labelle, Mme Chantal Janotte, au nom du ministre de l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique, M. Benoît Charette. Cette contribution au projet des sols représente près de 33 % du coût des travaux admissibles estimé à 5 530 000. Alors de là, vous voyez l'importance de regarder le dossier au maximum. On va vous expliquer comment tout à l'heure on veut arriver à un coût nul. Le but, c'est d'arriver à un coût nul. Je viens de voir que mon Internet est instable. Alors, si jamais ça coupe, Monsieur le maire suppléant, vous prendrez la relève et j'ai le temps de me reconnecter, je reviendrai. Ensuite, le programme Climat-Sol Plus a pour objectif de donner une seconde vie à des terrains contaminés. Il vise plus particulièrement à dynamiser des milieux urbains existants par le recours à de meilleures pratiques d'aménagement du territoire. Son volet 2 est financé par des crédits additionnels accordés au ministère de l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique. Il facilite la réhabilitation des terrains à fort potentiel de développement économique. La subvention accordée à Saint-Faustin-Lac-Carré permettra de réhabiliter un terrain utilisé par une scierie jusqu'en 2003. Le projet de décontamination du terrain permettra le développement commercial du terrain. Il s'inscrit dans la concrétisation du plan d'urbanisme et de la municipalité et à terme. Il devrait permettre la création de 15 emplois temporaires et de 20 emplois permanents.
Dans le cadre de son projet, la municipalité utilisera un système de traçabilité des sols excavés. On va en parler un petit peu plus loin. La matière qu'on va retirer. Cette mesure importante permettra d'éviter que les sols ne se retrouvent dispersés dans les lieux non autorisés, ce qui pourrait engendrer des impacts néfastes sur la santé et sur l'environnement. Seulement que retirer la matière ligneuse qui est là pour rendre le terrain construisible, ça représente des coûts d'à peu près 3 millions. Alors, c'est là que sont les gros coûts, puis c'est là que je vais vous expliquer tout à l'heure comment on va essayer de sauver ce 3 millions-là ou de le rabaisser au plus bas possible. Citation de Mme la députée. La contribution financière du gouvernement à ce projet de décontamination permettra de valoriser un terrain commercial stratégique pour le développement de Saint-Faustin-Lac-Carré. En plus de donner un coup de pouce au développement économique de la municipalité, ce terrain est un choix judicieux du point de vue environnemental, ce qui est tout à fait le but du programme Climat-Sol Plus. Bravo à la municipalité pour son initiative, signé Chantal Janotte, députée de la Belle. Alors, ceci confirme la subvention qui avait été annoncée au mois de décembre. Pardon. Alors, ce terrain, il va générer des revenus en taxes. Si vous avez suivi notre planification depuis les 2 dernières années et les présentations de nos budgets, vous allez voir qu'en ce qui concerne la taxation, là, on est sur le pair, sur ce que nous avions établi pour les 10 prochaines années. On n'est pas plus haut, on n'est pas plus bas. On est bien sur les projections qui avaient été établies si vous avez suivi nos dépôts des 2 dernières années et projections pour les 10 prochaines années. Hier, c'était une journée de très bonnes nouvelles. On vous dit qu'on va faire des coups jumelés, puis Gilles a abordé vaguement le terrain du garage municipal. Alors, voici comment on pense pouvoir baisser les coûts. Pardon. Voici comment on pense pouvoir baisser les coûts. Mais en partant, hier, nous avons eu une autre annonce. Lorsque j'ai rencontré Mme Janotte, nous avons reçu la confirmation, comme dans le premier dossier, que la construction de notre garage municipal, les ateliers municipaux, est subventionnable à la hauteur de 60% du coût de construction. Alors, nous voulons faire 2 pierres d'un coup. Je vous lis encore une fois le communiqué qui nous est envoyé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation par courriel Québec le 17 juin 2020. Adressé à la municipalité, M. Gilles Bélanger, Programme de réfection et construction des infrastructures municipales. Monsieur, je vous informe que la demande en objet a été jugée prioritaire par le ministère et qu'elle est retenue pour l'octroi d'une aide financière. En fonction de l'indice actuel des charges nettes par 100 $ de richesse foncière uniformisée, la municipalité, le taux d'aide financière estimé pour votre projet est de 60 %. Alors, c'est 60 % du coût de construction du garage. Encore là, nous avions mis des gros chiffres pour avoir le maximum de subventions. Ce taux s'appliquant sur le coût maximal admissible sera cependant réévalué au moment de la recommandation d'aide financière selon les modalités prévues au programme. Alors, comme je vous disais, c'est à partir de ce moment-ci que le département a un paquet de critères à remplir, répondre à des questions et travailler le dossier. Si on parle du projet qu'on avait ciblé et une subvention à 60 %, ça pourrait nous amener une subvention possible de 4 800 000. Alors, c'est pas peu dire, en 2 jours, on a eu confirmation de subvention à la municipalité pour 6 626 000. Pardon. Alors, je réitère, c'est une réhabilitation, pas une décontamination. Le but visé, c'est d'arriver à un coût nul. La résolution a été adoptée pour obtenir le maximum de subventions. Alors, pour continuer dans ce dossier-là et le terminer, pour les coûts jumelés, on dit une pierre 2 coups, nous irons en appel d'offres pour les projets. Le projet du terrain à réhabiliter. Alors, la disposition des matières ligneuses, c'est la portion la plus coûteuse. Elle représente à peu près un montant de 3 millions. C'est ce qui coûte le plus cher. Alors, dans notre devis et appel d'offres, nous allons demander au contracteur qu'il devra s'assurer de revaloriser sa matière. Plusieurs industries pourraient l'utiliser pour différentes raisons.
Alors, si ça va être une obligation dans le contrat, alors le contracteur, s'il revalise ces matières-là, si elles sont vendues ou sorties à coût nul, on vient de baisser la facture de 3 millions. Alors, c'est un gros chiffre, c'est un gros point qu'il y a là. Alors, c'est là qu'on peut faire une économie. De cette façon, les coûts de disposition seraient beaucoup moindres. Soyez assurés que le montant de l'emprunt, s'il y en a un, sera réajusté au coût réel du projet. Voici deux autres façons qu'on peut avoir une économie d'échelle. Nous allons construire le garage municipal dont on vient de nous annoncer la subvention. Au terrain du garage municipal, on a du remblai, on a de la terre qu'il faut enlever. Alors, voici l'économie à double échelle. Nous n'aurons pas à payer pour acheter du matériel pour le remblai du site que nous allons réhabiliter et nous n'aurons pas à payer pour disposer du matériel de déblai du site pour le garage. Tout ce qu'on aura à faire, c'est entre le site, le garage et le site à réhabiliter, payer le transport. Alors, le trou qu'on va faire, on va le remplir avec la terre qu'on a. On n'a pas besoin de payer pour en disposer, on n'a pas besoin de payer pour amener de la nouvelle terre. Sur ce, je tiens à remercier sincèrement Mme Chantal Janotte, notre députée, ainsi que toute son équipe pour son aide et support dans l'obtention de ces subventions. Ne pas oublier et surtout félicitations à M. Bélanger qui travaille dans ces dossiers depuis quelques années. Le garage municipal fait 10 ans qu'on en parle. On va le faire. Alors, félicitations à notre directeur général, M. Bélanger, ainsi que toute son équipe. Également, pour leur travail acharné dans ce dossier depuis des années, dans le but de trouver des solutions et pour la réalisation et confirmation de cette subvention pouvant totaliser, là, je dis bien depuis 2 jours, là, confirmation de subvention pour un montant de 6 626 000. C'est pas rien, c'est quelque chose et je suis fier de l'annoncer. Alors, bravo encore une fois tout le monde. Moi, ça fait le tour de ce dossier-là. Je ne sais pas si quelqu'un ou un des membres du conseil voudrait rajouter quelque chose. C'est beau pour tout le monde? C'est beau. Oui. Oui. Parfait. Alors, M. Bélanger, encore une fois, je vous remercie beaucoup. J'espère que ces quelques points vont éclairer les citoyens et puis que si vous avez des questions, gênez-vous pas. L'Hôtel de Ville est là. On est là pour vous répondre. Est-ce qu'on n'a pas... C'était un point d'information, on n'a pas besoin de proposeur. C'est beau, Mme Gauthier? Oui, c'est beau. OK. Le dernier point, le point numéro 7, c'est les points d'information que je voudrais faire sur 2 dossiers. On a perdu M. Lauzon. Je pense qu'il était attendu à une autre réunion, une réunion du CCU. Alors, M. Lauzon nous a quittés, mais nous avons quand même quorum. Et ce qui nous reste, c'est seulement 2 points d'information sur des dossiers. D'entrée de jeu, je voudrais vous rappeler que l'utilisation des réseaux sociaux, lorsque bien utilisés, peuvent être d'un grand support énorme. Mais lorsque ceux-ci sont mal utilisés, c'est autre chose. Des informations incomplètes ou erronées emmènent à des états de panique, commentaires et questions de toutes sortes et le tout dérape. Il ne faut pas nécessairement croire tout ce qu'il se dit sur ces réseaux sociaux et dont le site Facebook. Je vous invite, chers citoyens, à vérifier vos sources d'information. Si vous avez des questions ou précisions que vous souhaitez avoir, je vous invite à consulter notre site Web de la municipalité. Nous diffusons sur le site toute l'information possible. Nous publicisons également l'Infostin à chaque semaine. L'Infostin, c'est gratuit et vous le recevez par courriel. Il vous donne les dernières nouvelles de la semaine. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Ça ne vous coûte rien. Nous avons aussi à l'occasion des communiqués et publications diverses. Si vous ne trouvez pas réponse à vos questions, je vous invite à communiquer directement à l'Hôtel de Ville, soit par téléphone ou courriel. Et quelqu'un répondra à vos questions, peu importe le dossier. Vous serez acheminé à la bonne personne. Mais de grâce,
Ne partagez plus de l'information incomplète ou erronée ou seulement sur du oui-dire pour ne pas, de cette façon, initier de faux débats. L'information est disponible. Alors, profitez-en, posez des questions, allez sur notre site. Sur ce, j'aimerais apporter des précisions sur 2 dossiers. Un premier dossier qui est le service des jardins, les caisses des jardins, et ensuite le projet de la Tour Belle. Le premier dossier, celui du centre de service des jardins à Saint-Faustin-Lac-Carré. Tout récemment, un citoyen a parti la rumeur que le centre de jardin Saint-Faustin à Saint-Faustin-Lac-Carré allait fermer définitivement et qu'il tenait cette information d'une source sûre, de la Fédération des jardins. Suite à cette publication, c'est sûr que j'ai reçu plusieurs commentaires, plusieurs questions et certains commentaires ont été émis sur Facebook également et j'ai été interpellé par plusieurs citoyens. Le canal officiel, c'est via le site web de la municipalité ou directement à la municipalité. Le seul pouvoir de la municipalité dans un dossier comme celui-là, c'est un pouvoir moral. Mais je tiens à vous rassurer, nous avons toujours eu une très bonne relation, communication et collaboration avec les dirigeants de la Caisse. Je veux préciser à ce stade-ci que je ne veux pas me porter à la défense de la Caisse ou de ses dirigeants, mais je me dois d'apporter certaines précisions qui vous démontreront l'intérêt et l'implication des dirigeants de la Caisse pour notre communauté. Premièrement, ce n'est pas la Fédération des jardins qui peut prendre une telle décision dans un tel cas, mais bel et bien les administrateurs et dirigeants de la Caisse, donc le CA de la Caisse de Mont-Tremblant. Lors de la fusion de Saint-Faustin avec la Caisse de Mont-Tremblant en 2014, les dirigeants du temps sont venus me rencontrer pour nous faire part de leur projet de fusion et nous rassurer et répondre à nos questions. J'ai reçu à ce moment de leur part j'ai reçu la confirmation que la fermeture du point de service à Saint-Faustin-Lac-Carré ne figurait pas du tout dans leur plan et dans leur planification. Tout ceci a été publicisé à l'époque et les dirigeants avaient tenu une soirée d'information avec période de questions à la fin. Suite aux diffusions sur Facebook, j'ai reçu un appel immédiat. Je n'ai pas eu besoin d'appeler. J'ai eu un appel. J'ai eu un entretien téléphonique avec Mme Wilson, présidente du conseil d'administration de la Caisse, pour me confirmer la fausseté de cette rumeur de fermeture. Je me permets de vous lire le communiqué qu'elle m'a fait parvenir par la suite. Alors, c'est adressé par Mme Nancy Wilson le 9 juin. Adressé à M. le maire de Saint-Faustin-Lac-Carré. Bonjour Pierre. Ainsi qu'entendu lors de notre entretien de ce jour et en réaction aux rumeurs circulant dans la municipalité concernant la fermeture de notre centre de service de Saint-Faustin, voici le résumé de notre positionnement. 2 petites secondes. Pardon. En raison de la pandémie de COVID-19, Desjardins a dû prendre des mesures exceptionnelles afin de protéger ses employés, ses membres et la communauté. Ainsi, malgré la fermeture temporaire des centres de services situés à Saint-Faustin, Brébeuf et Huberdeau, nos membres continuent de bénéficier de tous les services de leur caisse, tant par téléphone que virtuellement par accéder ou physiquement au siège social de Mont-Tremblant. Bien entendu, dans un souci de préserver la santé et la sécurité de tous, l'utilisation des services automatisés tels que dépôt direct, virement et transactions en ligne est recommandée. D'autre part, tous les conseillers demeurent en poste malgré la pandémie. Ils maintiennent la communication et répondent efficacement aux préoccupations exprimées par nos membres. Actuellement, seuls les guichets automatiques et services de dépôt continuent d'être accessibles dans nos 3 centres de services. Aucune réouverture n'étant prévue avant le 1er septembre 2020. La Caisse n'est pas engagée dans un processus de fermeture permanente du centre de service de Saint-Faustin. Je pense que c'est assez clair, c'est écrit là. L'an dernier, des travaux importants y ont été réalisés afin d'assurer la conservation de l'immeuble, de procurer aux employés un lieu de travail adéquat et de mieux accueillir et desservir les membres. Avec le déconfinement progressif, certains pourraient être tentés d'accélérer et de faire fi des mesures de protection encore en vigueur à l'égard de la COVID-19.
Il faut demeurer prudent et soyons rassurés que Desjardins continue de se conformer aux recommandations des autorités gouvernementales et de la santé publique. Monsieur le maire, je vous remercie de votre collaboration et soyez assurés que vous serez avisés dès la réouverture du centre de services de Saint-Faustin. Salutations cordiales. Et c'est signé Mme Nancy Wilson, présidente du conseil d'administration, avocate. Alors, je pense que ceci est très clair. Ce n'est pas dans les plans des dirigeants de fermer le point de service de Saint-Faustin. Alors, c'est rassurant. En terminant sur ce dossier, je voudrais vous dire que je vous réitère aussi que nous sommes très bien représentés sur le conseil d'administration par 3 personnes de notre région immédiate, dont 2 de Saint-Faustin-Lac-Carré et 1 de Lac-Supérieur. M. Michel Delisle, Mme Estelle Perrault et Mme Manon Paradis. Alors, ils veillent sur nos intérêts, j'en suis convaincu. Je tenais à apporter cette petite précision et vous rassurer sur ce dossier. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait d'autres commentaires? Moi, c'est félicitations. Est-ce que quelqu'un aurait des commentaires? C'est beau pour tout le monde? Oui. Prendre un petit respire, un petit peu d'eau. Un dernier dossier, puis je vous laisse partir par après. Le fameux dossier de la Tour-Belle. J'imagine que la plupart d'entre vous en avez entendu parler. Malheureusement, encore une fois, de fausses informations circulent concernant ce dossier. Je ne sais pas où ce citoyen qui fait circuler ces informations a pris ces fausses informations et qui les véhicule dans la communauté. Voici. J'ai reçu des appels téléphoniques parfois disgracieux. Nous avons reçu des courriels et voici ce qui est véhiculé. Ce serait une tour 5G, complètement faux. Il n'y aurait pas de consultation, complètement faux. La municipalité aurait déjà approuvé le projet. Encore une fois, c'est complètement faux. La construction de la tour commencerait dès la semaine prochaine. Encore une fois, c'est faux. Et ça nécessite un changement de zonage. Très faux. Alors, c'est complètement fou ce que le téléphone arabe peut faire et avoir comme conséquence. Alors, pour ces raisons, j'aimerais apporter quelques précisions et je vais tenter de le faire rapidement. Permettez-moi de vous faire un résumé de ce dossier. L'administration a fait beaucoup de recherches sur ce dossier depuis la demande et sur les dossiers semblables ailleurs. Voici la demande vient de Bell. Encore une fois, ce n'est pas une tour 5G, mais bel et bien une tour cellulaire. Les raisons pour lesquelles ils veulent installer une tour dans la région. Un, c'est pour relâcher la pression sur les autres sites déjà existants, sur les autres tours, améliorer la couverture de la route 117, améliorer la couverture du chemin de la pisciculture et améliorer la couverture du domaine Lauson. Voici le processus, comment ça fonctionne. On ne peut pas installer une telle tour n'importe où, n'importe comment. Des études doivent être faites et des tests doivent être faits également. Bell a fait faire des études sur les endroits propices pour faire ces couvertures par la tour. 3 sites ont été identifiés à quelques distances les uns des autres. Tous dans le même secteur, dont un sur le terrain municipal appartenant à la municipalité et les 2 autres sur des terrains privés. Le site retenu par Bell est celui de la municipalité. Voici les raisons. La couverture obtenue, alors ça couvre leurs besoins, et la facilité d'accès au site. Les 2 autres sites obtiendraient également la couverture désirée. Par contre, pour y accéder en montagne, ils nécessiteront du déboisement et la construction de routes. Une fois le site sélectionné, voici les étapes. Première étape, la question que Bell pose au Conseil. Est-ce que le Conseil accepterait l'installation de la tour sur son site, bien entendu, en autant qu'il y ait acceptabilité sociale? La réponse fut oui. Et le reste du processus s'enclenche, c'est-à-dire la prochaine étape, une consultation publique. Le promoteur Bell, en l'occurrence, a l'obligation de par la loi fédérale, le CRTC, de faire cette consultation. Celle-ci est en cours présentement. Ce n'est pas la responsabilité de la municipalité, mais c'est Bell qui a cette responsabilité-là de par le CRTC et vous allez comprendre pourquoi un petit peu plus loin. Qui est consulté et comment? La loi fédérale est très claire sur qui est consulté et comment. La consultation est faite par écrit.
une lettre est envoyée à tous les propriétaires fonciers qui sont dans un rayon de 3 fois la hauteur de la tour et le tout est déterminé par un arpenteur géomètre avec dépôt d'un plan qui nous a été déposé. Je vous montre rapidement, je ne sais pas si vous allez le voir, là. Ça ici, là, parce que ça va être sur notre site de la municipalité. Je pense que ce n'est pas visible, lisible. Ça, c'est le plan là, fait par les arpenteurs, le rayon de consultation. Et ici, je vais vous montrer, tenter de vous montrer le plan qui nous a été déposé sur la localisation des fameuses 3 tours. Celle dont on parle, c'est celle-là ici, celle ici en bas, et les 2 autres, c'est ceux-là ici. Alors ça va être sur le site de la municipalité, vous pourrez aller les voir, les consulter. Ils ont eu l'autorisation de les mettre sur le site. Alors, dans un rayon de 3 fois la hauteur, comme je disais, et les plans qui ont été déposés que vous allez avoir sur le site. Selon les données, les critères et les documents qui nous ont été fournis, Bell aurait l'obligation de consulter le résident dans un rayon que je vous ai montré de 228 mètres, soit 748 pieds. Ils nous confirment qu'ils ont étendu la consultation aux résidents dans un rayon de 253 mètres, qui veut dire 830 pieds. Alors, c'est plus que qu'est-ce que la loi exige. Maintenant, moi, je ne suis pas là pour juger des lois applicables et tout ça, mais on a vérifié, c'est ce que la loi exige. Une fois la consultation terminée, les représentants de Bell doivent et ont l'obligation de nous fournir le résultat de la consultation et ils devront déposer à ce moment-là, en même temps, leur demande officielle d'usage conditionnel, parce qu'il n'y a pas de demande officielle qui est faite encore. Alors, c'est impossible qu'on ait approuvé la tour et que ça commence la construction la semaine prochaine. La demande officielle n'est même pas faite. Alors, leur demande officielle d'un usage conditionnel et non pas un changement de zonage, comme déjà mentionné ailleurs et au début, c'est un usage conditionnel dans notre MRC. Très important. Si vous ne faites pas partie de la zone ciblée pour la consultation, vous avez toujours le loisir d'envoyer un courriel au représentant qui gère ce dossier pour Bell avec vos commentaires. Mais c'est à Bell qu'il faut les envoyer. Je vous donne même l'adresse courriel robert.minotti@romain.ca. Alors, je répète, Robert, R-O-B-R-T, Minotti, M-I-N-O-T-T-I, @romain, R-O-M-I-N.ca. Alors, vous avez quand même le loisir de vous faire entendre si vous n'êtes pas dans le rayon concerné de par la loi pour la consultation. Désolé. Ensuite, suite au dépôt du résultat de la consultation, parce qu'ils doivent nous la fournir, puis c'est pour ça que nous, on n'en fait pas une, parce que la législation leur appartient. Ensuite, au dépôt du résultat de la consultation et de la demande officielle, le Conseil se penchera sur le dossier et prendra sa décision. Comme nous l'avons toujours fait, nous respecterons vos commentaires et recommandations d'une majorité de citoyens. Et il devra y avoir, comme j'ai déjà mentionné, acceptabilité sociale. La réponse de la municipalité sera donnée. A. Si c'est oui, que nous sommes favorables, le dossier suit son cours. Si c'est non, que la municipalité fait un refus, voici ce qui peut arriver, les 3 options qui s'offrent au promoteur Bell. Première étape, c'est tout simplement fermer le dossier. Parfait, on ferme, on s'en va ailleurs. Bell pourra aller voir les 2 autres sites, les propriétaires des 2 autres sites que je vous ai montrés tout à l'heure, que vous allez pouvoir voir sur notre site. Ce qui veut dire nouvelle consultation et demande d'usage conditionnel à nouveau. Loi de soi, là, soyez bien avisés. Là. Si la municipalité refusait la première demande d'usage conditionnel, probablement que le Conseil refuserait les nouvelles demandes, vu la proximité des 3 sites. Les autres choix, ils ne s'en vont pas à 3 km. Alors, probablement qu'on refuserait aussi, si je dis bien, s'il y a un refus, qu'on refuserait également les autres demandes. Finalement, Bell pourrait, et je dis bien pourrait, déclarer impasse, demander un jugement via la Cour supérieure à Industrie Canada. Et je dis bien pourrait déclarer impasse. Ça ne veut pas dire qu'il le ferait, là, mais il pourrait.
Si tel était le cas, Bell devrait prouver en cours et démontrer qu'ils ont fait tous les efforts possibles pour en venir à une entente avec la municipalité et nous aurions à aller nous défendre devant la Cour, ce qui égale frais d'avocat. Il faut bien comprendre aux explications que nous avons reçues, toutes ces compagnies, que ce soit Bell, Rogers ou n'importe qui, ont une obligation de service pour garder leur licence. Et c'est un moyen que leur a donné le gouvernement fédéral, qui s'appelle d'aller en impasse. Bien sûr, nous avons fait des recherches pour valider le tout et nous avons trouvé 2 jugements. Un jugement, je les ai ici, non? Nous les avons sortis. Un jugement qui date de juillet 2015. Bell contre Bolton passe à Bolton S, Québec. Jugement en faveur de Bell. Alors, ils ont été obligés d'accepter la tour où Bell voulait l'installer. Un autre dossier qui date de juin 2016. Rogers contre ville de Châteauguay. Jugement en faveur de Rogers. Même chose. Alors, c'est une possibilité. Je ne dis pas que ça arriverait, mais c'est une possibilité, puis il y a des jugements qui le prouvent. Maintenant, comprenez-moi bien, là. Nous n'avons jamais reçu de menaces ou d'intention d'aller en impasse ou d'intention malveillante de la part des représentants de Bell. Ils ont toujours été courtois envers nous et avons toujours eu une bonne relation. Mais ça demeure que la décision appartient à Bell et ça pourrait être une possibilité. C'est quand même ironique, la municipalité d'Amherst qui travaille depuis plus de 2 ans, et je peux vous dire qu'à chaque mois, le maire, M. Galipeau, nous en parlait, à avoir l'installation d'une tour dans sa municipalité, et il était très fier la semaine dernière lors de notre assemblée de nous confirmer qu'il y avait eu la confirmation qu'une tour serait installée dans sa municipalité. En terminant, je fais un commentaire, s'il vous plaît, recevez-le bien. S'il vous plaît, nous allons respecter vos demandes, vos recommandations. Si c'est majoritaire et que vous ne voulez pas de tour, il n'y en aura pas. On l'a dit, ça va prendre une acceptabilité sociale puis on va être à votre écoute. Mais s'il vous plaît, prenez le temps de bien évaluer le dossier. Et j'espère que ce ne sera pas une décision qui va être prise sous juste pas dans ma cour. Il ne faudrait pas que ce soit une décision basée là-dessus, pas dans ma cour. C'est un dossier important pour plusieurs résidents de notre municipalité. Tout le monde veut avoir l'électricité, un réseau Internet haute vitesse, un cellulaire qui ne coupe pas. Et Dieu sait, ceux qui se promènent sur le chemin de la culture ou dans le domaine de l'ozone, à tout bout de champ, le cellulaire coupe parce qu'on perd le réseau. Mais malheureusement, personne ne veut voir une tour. Alors, prenez le temps de bien réfléchir, bien évaluer le dossier. Si vous avez des questions, posez-les, comme je vous disais. Vous pouvez vous adresser par téléphone ou par écrit à l'Hôtel de Ville. Nous serons à votre écoute et nous respecterons vos recommandations. Bonne réflexion. Est-ce qu'un des membres du Conseil voudrait ajouter quelque chose ou fermer sur ce dossier-là? C'est beau pour tout le monde? C'est beau. Bon, on en est rendu à l'ordre du jour est épuré. En 8, j'aurais besoin d'un proposeur pour la levée de la séance et je vous remercie beaucoup pour votre présence. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, puis on se reparle en début de semaine. Alors, un proposeur? Carole propose. Madame Ansel propose, j'imagine que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, merci, Madame Gauthier, vous pouvez mettre fin à l'enregistrement. Merci, bonne semaine. Merci. Merci.